Avez-vous déjà songé à la véritable essence de la vie quotidienne, dans cette époque lointaine, empreinte de floraison de cerisières et d'esprit samouraï, le Japon féodal? Les gens ressentaient-ils alors aussi les frustrations de tous les jours, tout en s'accrochant à leurs convictions les plus profondes? Ce soir, guidé par ma voix, vous vous détendrez lentement, percevant ce doux murmure d'outre-temps, pour revivre ces empreintes vives de vie, longtemps adoucies par les âges. S'il vous plaît, fermez doucement les yeux, laissez vos pensées portées par ma voix basse dériver lentement à travers le temps, embrasser cette ancienne tranquillité, et dans ce calme, glissez paisiblement dans le sommeil. Dans le Japon féodal, on ne se lève pas en choisissant son chemin, oh non, on se lève, et il est déjà méticuleusement tracé pour vous déterminer par votre naissance, par votre lignée, et même par des ancêtres morts depuis 6 générations. Cela ne donne-t-il pas l'impression d'avoir perdu la course avant même de l'avoir commencée? En effet, votre rôle dans la société ici n'est pas une suggestion ou une option à la carte, c'est pratiquement une condamnation à vie. Une fois décrétée, il n'y a plus moyen d'en changer. Imaginez si vous aviez eu la chance de naître dans une famille de samouraïs. Félicitations, bien que je soupçonne félicitations, son à présent plutôt ironiquement sinistre. Car désormais, vous êtes responsable de la lame, de l'arc et d'environ 10 000 façons de s'asseoir parfaitement devant votre seigneur. Vous pensiez qu'être un samouraï se résumait à avoir l'air cool, s'asseoir incorrectement pourrait littéralement vous coûter la tête. Et si vous étiez l'un des moins fortunés, né paysanne? Eh bien, félicitations encore, car vous passerez les 40 prochaines années, chaque jour les chevilles dans la boue, et vos enfants, et les enfants de vos enfants continueront cette charmante affaire de famille. Des générations et des générations sans fin. Ici, pas de sévi, pas de rêve de lancer, sa propre entreprise, être son propre patron. Vous êtes soit un samouraï, un paysan, un artisan ou un marchand, et une fois que vous êtes placé, vous y restez. Tenter de gravir les échelons n'est pas seulement mal vu, c'est pratiquement passible de mort. Dans le Japon féodal, on ne monte pas l'échelle sociale, on s'y incline profondément, peut-être même on l'adore. Le système de classe ici est plus rigidement renforcé que du béton armé. Nous n'avons même pas encore atteint le plus bas échelon, les états les intouchables. Ce sont les gens qui s'occupent de tout ce qui est lié à la mort trébuchée, bourreau, tanneur. La société a besoin d'eux, mais prétend qu'ils n'existent pas. Ils sont comme des fantômes avec des emplois importants, mais des fantômes quand même. Cela ressemble à un ancien plan pour l'esclave salariés, avec une touche de surnaturel, n'est-ce pas? Et même au sein des classes, cela empire. Disons que vous êtes un marchand, ce qui semble décent, non. Vous avez de l'argent, donc la vie devrait être confortable. Mais dans le Japon féodal, les marchands sont presque au bas de la hiérarchie sociale. Pourquoi? Parce que vous gagnez de l'argent sans travail manuel, ce qui était considéré comme moralement douteuse. Oui, vous êtes littéralement trop efficace pour être respecté. Cette logique aujourd'hui serait risible, mais à l'époque, c'était une vérité irréfutable. Pendant ce temps, les paysans, ils sont tellement lourdement taxés sur leurs risques 6 ans crachant, trop ce qui signifie si leur récolte est légèrement insuffisante, ils meurent de faim. S'ils parviennent à cacher du riz juste pour survivre, c'est de la trahison. Des têtes roulent souvent littéralement. À vivre ainsi, c'est véritablement danser sur le fil du rasoir, et vous n'êtes même pas autorisé à vous plaindre que les pas sont trop difficiles. Les samouraïs, vous avez le honneur, mais vous vivez dans une peur constante et interminable, peur de manquer de respect à votre speigneur, à vos ancêtres, à votre tailleur, ou même simplement d'éternuer accidentellement au mauvais moment et d'être jugé comme ayant souillé votre épée. Cette pression, c'est pire que le harcèlement psychologique moderne au travail, croyez-moi. Quant aux femmes, vous n'avez même pas posé la question, mais non, vous n'y échappez pas non plus. Quelle que soit votre classe, votre liberté s'arrête là où l'opinion de votre père commence. Vous épouserez qui l'on vous dira, obéirez à qui vous devrez, et si même vous êtes autorisé à apprendre la poésie,
Vous feriez mieux de remercier le ciel pour une telle rare bénédiction. Alors oui, vous êtes né, on vous assigne un costume et un scénario, et on vous pousse sur la scène de la société, que vous vouliez jouer ou non. C'est élégant, c'est poétique, mais c'est aussi écrasamment inéluctable. Et tout cela avant même d'avoir pris votre petit déjeuner. Honnêtement, cette vie est plus stricte que les évaluations de performance modernes. Vous pourriez penser que la vie féodale était faite de rudesse et de saleté, mais le Japon prenait la propreté au sérieux, douloureusement au sérieux. En fait, c'était pratiquement une religion qui semble charmante jusqu'à ce que vous le viviez en hiver. Alors vous comprenez vraiment le coût de cette beauté. Votre journée, ainsi, commence tranquillement dans une réalité froide et dure. Vous ne vous réveillez pas dans une salle de bain confortable, carrelée, avec une serviette chaude et un savon au concombre. Oh non, imaginez plutôt que vous tenez devant une rude bassine de pierre remplie d'eau glaciale, tout juste tirée d'un puits ou d'un ruisseau. Cette eau, elle est si froide qu'elle donne l'impression d'embrasser le nez d'ours polaire un matin d'hiver, une morsure glaciale qui fait se contracter chaque pore de votre corps. Il n'y a pas de chauffage, pas de négociation, et certainement pas le luxe de 5 minutes de plus de sommeil. Vous ne pouvez que, frissonnant, ou plutôt, avec une détermination lugubre, éclabousser cette eau froide sur votre visage et vos bras, votre corps tremblant de manière incontrôlable, comme si vos ancêtres vous punissaient d'avoir des défauts. Du savon, c'est un luxe, seul un riche en veut occasionnellement, et même alors, il était fait de cendre ou de sonderie, sentant comme quelque chose qu'un moine aurait inventé pour tester le caractère. Cette odeur, eh bien, ce n'était certainement pas le bouquet floral d'aujourd'hui. Dans les zones rurales, si vous aviez la chance d'en avoir un, le bain public, ou sans eau, devenait le cœur de l'hygiène. Chauffé au bois, il était rempli de vos voisins, des notables du village, peut-être même de votre future belle famille et de votre propriétaire. Et par communautaire, nous entendons absolument aucune intimité. Vous vous baignez à côté de tout le monde, complètement nu, en silence, faisant comme si ce n'était pas gênant. Ah, la pression sociale, pire que n'importe quel événement de tumbling d'entreprise moderne. Vous vous frottez d'abord, puis vous trempez. La propreté est sacrée, salir l'eau du bain est un suicide social, avec des conséquences bien plus graves que vous ne l'imaginez. Mais si vous n'êtes pas près d'un bain public, alors vous lavez ce que vous pouvez, quand vous le pouvez. Vous vous nettoyez les dents avec du sel ou un brindille, imaginez cette sensation de fraîcheur primitive, vos ongles sont toujours soignés, et vos vêtements sont régulièrement arrêtés. Vous faites cela non pas parce que c'est à la mode, mais parce qu'être sale est considéré comme honteux, spirituellement et socialement. Être crasseux dit fondamentalement au monde que vous êtes peu fiable. Et si vous êtes un samouraï, multipliez cette pression de manière exponentielle. Votre seigneur pourrait vous inspecter de la tête aux pieds à tout moment. Des ongles sales, des sonneurs, robes froissées, manque de respect. Trop d'odeur corporelle lors d'une inclinaison, vous pourriez ne plus vous relever. Ah, cette pression est pire que le regard scrutateur de votre belle-mère. Les femmes, elles, devaient sentir la fleur de cerisier et incarner la discipline. Le bain était ritualisé, les soins de la peau pratiqués avec une précision militaire, et les cheveux entretenus dans des styles élaborés qui prenaient des heures, tout cela pour que vous puissiez piler du riz dans un mortier et avoir toujours l'air digne en le faisant. Alors oui, le Japon féodal était propre, très propre, mais cela avait un prix gilo-glacé, un toilettage sans fin et la conscience constante qui rapetissent l'âme, que quelqu'un jugeait définitivement l'hygiène de vos pieds. Ah, la vie à l'époque était un examen continu, chaque pas un piège potentiel. Maintenant, disons que vous avez eu la malchance de naître dans la classe guerrière les samouraïs. Ça a l'air cool, n'est-ce pas? Des épées élégantes de soie, des gontes, des combats poétiques sous les cerisiers en fleurs. Mais du calme. Parlons des petits caractères et des clauses cachées. Être un samouraï dans le Japon féodal, ce n'est pas brandir un katana et crier pour l'honneur. C'est ne jamais, jamais faire d'erreur. Tout le cadre de votre vie est régi par le Bushido, la voix du guerrier, un code de conduite si strict que même vos ancêtres en tremblent.
Un seul faux pas, et toute votre famille est déshonorée. Vous ne vivez pas pour vous-même, vous vivez pour votre demi-dieu, votre Seigneur. Sa parole fait loi, ses humeurs sont des phénomènes météorologiques. Et votre travail est de le servir avec une telle loyauté que vous préféreriez mourir horriblement plutôt que de le décevoir légèrement. Cette pression est plus lourde qu'une montagne qui s'écroule. Désobéissance, déshonneur. Chéché, déshonneur, élevez la voix de manière, inappropriée, déshonneur. Regardez de travers la mauvaise personne lors d'une cérémonie du thé. Vous l'avez deviné, déjeuneur, il est le déjeuneur. Il n'est pas quelque chose que l'on peut simplement ignorer, c'est quelque chose que l'on est censé expier, généralement avec ses propres entrailles. Ce n'est pas une métaphore, c'est le seppuku, le suicide rituel attendu des samouraïs déshonorés. Vous vous agenouillez, sortez une courte lame, et eh bien, arrêtons-nous là. Vous avez compris l'idée. Ce n'était pas rare, c'était une façon respectée, voire célébrée, de préserver sa dignité. Si vous faites une erreur suffisamment grave, votre Seigneur pourrait vous donner une courte lame et une pièce calme et vous dire « Et vous savez ce qu'il faut faire ?» Mon Dieu, c'est l'ultime combinaison de décorum et de brutalité. En plus de cela, les samouraïs devaient s'entraîner constamment l'humaniement du sabre, tir à l'arc, équitation, stratégie, calligraphie, poésie, tout en maintenant une posture parfaite et l'expression d'un homme qui n'a jamais connu la joie, juste un profond sentiment d'obligation. Rire trop fort, trop finement, montrer de la peur, faiblesse, diviner émotif, honteux. Vos vêtements devaient être précis, votre épée impeccable, et votre conduite si honorable qu'elle rendait les autres mal à l'aise. Si jamais vous brandissez votre épée de colère sans cause, insultez un supérieur ou perdez un duel, vous ne perdez pas seulement, vous perdez tout. Être un samouraï n'est pas une question de gloire, c'est une question de discipline, de silence et de survie chaque jour sans cligner des yeux au mauvais moment. Alors oui, vous avez fière allure en armure, mais vous êtes à un froncement de sourcils de la catastrophe existentielle. Ah, le Bushido sculpte vraiment une personne en une œuvre d'art parfaite et froide. Alors vous n'êtes pas né samouraï, pas d'épée, pas de poésie, pas de chance d'éviscération rituelle dramatique. Félicitations, c'est la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, vous êtes paysan, ce qui signifie que toute votre existence est un forfait tout prix compris, combinant saleté, sueur, maux de dos et livraison de riz imposés par le gouvernement. Vous vous réveillez avec le soleil, non pas parce que vous êtes en harmonie avec la nature, mais parce que l'impôt foncier ne se paie pas tout seul. Et aussi parce que votre cabane au toit de chaume n'a ni porte ni fenêtre, et la chèvre du village a traversé votre natte de couchage, laissant quelques souvenirs. Si vous avez de la chance, le petit déjeuner pourrait être un bol de bouillie de riz et un accompagnement de l'item mystère mariné de la semaine dernière. Si vous n'avez pas de chance, félicitations, vous ferez semblant de ne pas avoir faim avec une éclaboussure d'eau de rivière. Ensuite, c'est le départ pour les rizières. Ces champs, qui semblent si paisibles dans les documentaires de voyage, sont en réalité des fosses de boue conçues pour briser lentement, douloureusement, votre âme pendant 12 heures de labeur. Vous plantez, vous décherbez, et vous priez chaque jour qu'un raid de bandits n'ait pas lieu. Et quand le soleil se couche, vous rentrez en boitant, seulement pour découvrir qu'un de vos bœufs a disparu et que le chef du village aimerait vous parler de votre déficit de grains. Oh, quel règne de terreur! Les impôts sont implacables. Vous n'êtes pas payé en pièces de monnaie, vous les payez en riz. Votre famille mange ce qu'il reste, ce qui n'est pas grand-chose, surtout si la récolte était mauvaise, ou si le neveu de votre seigneur a accidentellement seulement traversé votre parcelle à cheval lors d'un exercice militaire. Envie de vous plaindre. Oh, c'est adorable, vous ne pouvez pas, répliquez-vous volefoué, l'exil, ou une promotion rapide rende cadavre. Si vous êtes vraiment chanceux, vous pourriez devenir un ancien du village, ce qui signifie que les gens ne vous écoutent toujours pas, mais vous demandent maintenant votre avis, juste avant de poliment l'ignorer. Quel pouvoir, c'est là vraiment mieux que rien. Et rappelez-vous, vous n'êtes légalement pas autorisé à quitter votre village sans permission.
Vous êtes, en effet, un prisonnier à base de riz, avec la pourriture saisonnière des chevilles en prime. Les festivals, il y en a. Vous vous enivrez de saké faible, dansez en cercle, et essayez de ne pas penser que la saison des plantations recommence dans 4 jours. Alors oui, vous êtes le fondement de l'économie, la raison pour laquelle les samouraïs mangent, et la personne dont tout le monde oublie l'existence. Non, vous n'avez pas de jour de congé, car le Japon fait Obayashal croit au travers né à la souffrance générationnelle et au maintien d'atteindrements extrêmement basses. Ah, cela transforme vraiment la mer au douce, en de la mer à la mer. Vous avez faim? Bien sûr que oui. Vous avez labouré, planté, sué et poliment évité de mourir depuis le lever du soleil. C'est l'heure de manger. Mais dans le Japon féodal, les repas ne sont pas une question de gourmandise, ils sont une question de survie, de simplicité et de ne pas s'étouffer avec une arête de poisson devant vos beaux-parents. Ces exigences sont si humbles qu'elles en sont déchirantes. Si vous êtes paysan, votre régime alimentaire est le riz. Du riz pour le petit déjeuner, du riz pour le déjeuner, du riz pour le dîner. Si vous avez de la chance, c'est du vrai riz, si vous n'en avez pas, c'est de l'orge se faisant passer pour du riz. Vous pourriez avoir un navet ou deux, quelques radis marinés si les dieux sont de bonne humeur. De la viande à, c'est pour le daimyo ou pour ce poulet qui vous a regardé bizarrement et a mystérieusement disparu. Du poisson, parfois, mais il est séché, salé et assez coupant pour vous limer les dents. De la soupe, généralement du miso, si l'on peut appeler soupe de l'eau salée chaude avec 2 feuilles flottantes. Est-ce savoureux? Oui, de la même manière que l'eau de mer est savoureuse et tout aussi hydratante. Ah, ces défis gustatifs sont vraiment omniprésents. Maintenant, si vous êtes un samouraï, vous avez droit à une meilleure nourriture, mais vous mangez aussi en dernier après votre seigneur, ses invités et toute personne qu'il souhaite impressionner. Cela signifie riz froid, soupe froide et la joie éternelle de regarder les autres manger tout en faisant semblant d'être profondément honoré d'attendre. C'est l'ultime expérience de salivation à la pensée. De plus, tout est saisonnier, non pas parce que c'est à la mode, mais parce qu'il n'y a pas de réfrigération, pas de chaîne d'approvisionnement mondiale. Si vous ne le récoltez pas vous-même, cela n'existe probablement pas. Alors, quand c'est l'hiver, c'est juste la façon de la nature de suggérer le gène intermittent. Que les cieux vous en préservent si vous avez une intoxication alimentaire. Soins médicaux, eh bien, c'est très optimiste. Le remède local est généralement « oui, allongez-vous et pensez à vos ancêtres, vous vous rétablirez ou vous rejoindrez ». Cet taux de récupération est un coup de dé entièrement à la merci du destin. Le vol de nourriture est un crime grave. Volez un bol de riz, et vous n'aurez pas une simple tape sur les doigts, vous aurez une démonstration publique de pourquoi on ne touche pas au décompte du daimyo. Le thé. Il y en a, mais pas comme vous l'imaginez. La cérémonie du thé est une performance complexe qui relève plus de la posture, de l'étiquette et de l'humilité existentielle que d'une réelle soif à étancher. Alors oui, les repas sont sacrés, calmes et respectueux, mais surtout ils sont fades, petits et contiennent au moins un intermittent croquant. Non, vous ne pouvez pas vous plaindre, à moins que vous ne vouliez que votre prochain repas vous soit servi par le nez. Ah, manger ici se fait avec plus de prudence qu'en allant au combat. Vous venez de finir votre modeste bol de soupe croquante, peut-être au poisson. Quelqu'un dit quelque chose d'absurde, peut-être votre seigneur marmonne un mauvais oïcu, peut-être votre chef de village cite mal un proverbe, peut-être votre voisin insiste sur le fait que sa vache peut prédire le temps. Et pendant un moment imprudent, insensé, vous pensez à les corriger. Ne le faites pas, mon ami, dans le Japon féodal. Votre opinion n'est pas un atout précieux, c'est pratiquement un fardeau. La liberté d'expression. Ce n'est même pas un concept, c'est une voie rapide vers la disgrâce, l'exil ou une décapitation soudaine qui met fin à une carrière. La hiérarchie sociale est rigide et chaque mot porte le poids de 1000 pierres. Parlez au-dessus de votre classe, vous êtes impudent. Critiquer quelqu'un au-dessus de vous, vous êtes insolent. Faire une blague qui ne fait pas mouche, c'est voisin de la trahison. Même au sein des familles, on avance avec prudence.
Un fils n'interrompt pas son père, une femme ne corrige pas son mari, et personne, absolument personne, ne questionne le daimyo, à moins d'avoir toujours voulu explorer l'au-delà via la pointe d'une épée. Oh, ces règles sont plus complexes que n'importe quel guide moderne d'intelligence émotionnelle. Les samouraïs sont entraînés à parler avec un calme mesuré, même lorsqu'ils sont furieux. Une langue acérée est pire qu'une lame émoussée, c'est inconvenant, c'est dangereux. Et cela pourrait forcer quelqu'un dans la position délicate de devoir vous tuer pour restaurer son honneur. C'est pratiquement une version améliorée de dégainer l'épée au moindre désaccord. Ce qui nous amène aux excuses. Dans le Japon féodal, les excuses sont une forme d'art. Vous ne dites pas simplement « désolé », vous vous inclinez, vous rampez, vous écrivez peut-être un poème sur votre honte. Vous pourriez même envoyer un cadeau, comme un oiseau vivant ou un peigne décoratif, tout en espérant sincèrement que la personne qui le reçoit ne décide pas de vous défier en duel de toute façon. Mon Dieu, le coût des excuses est astronomique. Et que les dieux vous aidant si votre ton est trop décontracté. En mots mal placés peut être interprété comme du sarcasme, de la défiance ou une pourriture spirituelle. Le silence presque toujours plus sûr. Même l'humour est un numéro d'équilibriste. Rire de la mauvaise chose pourrait être perçu comme un manque de respect. Rire avec quelqu'un d'important pourrait impliquer que vous vous croyez de son niveau. Et c'est ainsi que les gens se retrouvent mystérieusement réaffectés dans le Grand Nord. Alors oui, vous êtes libre de parler, techniquement, mais emprochez la tête, vochez tête, souriez et priez pour que votre opinion ne cesse jamais de s'échapper de votre bouche. Car dans le Japon féodal, les langues trop longues ne font pas seulement couler les navires, elles coulent le statut social, les réputations et parfois toute votre lignée sanguine. Ah, vivre ainsi, c'est être plus prudent qu'un muet. Dans le Japon féodal, la mode ne vise pas l'expression de soi. Elle vise à s'assurer que chacun sache exactement à quel point vous êtes en dessous de lui, rien qu'en regardant vos manches. Vos vêtements ne reflètent pas votre personnalité, ils reflètent votre position, votre but. Et si oui ou non vous êtes légalement autorisé à porter une épée sans vous faire poliment plaquer par un samouraï. Si pratiquement une carte d'identité et un code de conduite réunis en un seul vêtement. Commençons par le haut. Les samouraïs portent des couches de robes de soie, parfois blindées, toujours dignes. Leurs tenues sont soigneusement agencées pour signaler le statut et la préparation au combat. Les couleurs, des bleus profonds, des bruns terreux et parfois une touche de rouge sang. Les gants, menaçants et impliquant presque toujours Zrei. J'ai tué un homme pour moins qu'un faux pas de mode, cette oreille pratiquement un panneau, ne pas approcher, ambulant. Et bien sûr, leurs épées. Le dessous d'un samouraï, la paire d'épées longue et courte, est plus qu'un ensemble d'armes, c'est un insigne d'autorité ambulant. En sortir une en public est un dernier recours, les porter incorrectement est un premier pas vers une correction avec une extrême acuité en public. Oh, une épée mal maniée peut être mortelle. Les paysans, en revanche, portent du coton et de l'humilité. Le marron, le gris et le beige dominent leur garde-robe. Ce n'est pas parce qu'ils sont minimalistes, c'est parce que le tissu teint coûte cher et ils sont trop occupés à survivre pour se soucier de coordonner les teintes. Votre tenue déclare clairement « oui, je travaille dans la boue ». Non, je n'ai pas choisi ce mode de vie. Oui, ce sont mes seules sandales. C'est pratiquement du minimalisme forcé. Les marchands portent des matériaux plus raffinés, ils ont de l'argent après tout, mais ils sont toujours socialement classés en dessous des samouraïs des paysans. Alors ils restent discrets, riches, mais pas trop ostentatoires. De la soie, oui mais sobre. Les familles de marchands aisés sont expertes pour paraître juste assez respectables pour ne pas se faire remarquer par un samouraï ennuyé en patrouille. Ah, ces règles de survie sont hallucinantes que n'importe quelle intrigue de palais. Les artisans et les artisans s'habillent, proprement mais modestement. Leurs vêtements sont durables, pratiques et surtout discrets. Attirer l'attention sur soi est ici considéré comme un défaut de personnalité. Et puis il y a les femmes qui doivent trouver un équilibre délicat entre grâce, obéissance et le port de 12 livres de symbolisme plié. Les coiffures sont codées
Les motifs des kimonos sont saisonniers, et si vous portez une couleur destinée à un autre festival, félicitations, vous venez de déshonorer toute votre maisonnée et avez probablement déclenché une guerre de chuchotis de quartier. C'est plus restrictif que les règles non dites de n'importe quelle semaine de la mode moderne. Bref, ce que vous portez n'est pas qu'une question de vêtements, c'est une question de rang, de rituel et de survie au jugement quotidien du ciel et de votre belle-mère. Ah, cette vie de la mode est vraiment comme marcher sur de la glace fine. Alors, imaginez-vous des promenades au clair de lune sous les cerisiers, des poèmes chuchotés sous des lanternes en papier, peut-être un baiser dramatique entre un samouraï et une princesse interdite? Non, pas du tout. Dans le Japon féodal, l'amour est une quête secondaire et pas une que vous êtes susceptible de mener à terme. Le mariage n'est pas une question de sentiment, c'est une question d'alliance, de statut, d'impôt sur le riz et de ne pas embarrasser vos ancêtres. Si pratiquement transformer l'amour et le mariage en une négociation commerciale. Si vous êtes paysan, votre mariage est arrangé par vos parents et peut-être le chef du village. La compatibilité romantique n'est pas discutée, des jambes solides et des dents saines sont considérées plus importantes. Après tout, cela a un impact direct sur la capacité de votre famille à lien cultiver et à payer les impactants. Ces critères sont si pragmatiques qu'elles en sont touchantes. Si vous êtes issu d'une famille de samouraïs, les enjeux sont encore plus élevés. Les mariages sont des outils politiques. Votre partenaire est choisi pour solidifier une alliance de clans, sécuriser des terres ou régler un contentieux avec un beau kimono. Le but n'est pas le bonheur, c'est la stabilité, idéalement une stabilité qui ne s'effondre pas pendant la saison des récoltes. Des lettres d'amour. Peut-être, mais seulement si elles sont écrites avec une calligraphie parfaite, utilisant les métaphores saisonnières appropriées et transmises discrètement par une servante qui en sait décidément trop. Ah, écrire ces lettres d'amour devait être plus difficile que d'écrire une thèse. Les femmes, bien sûr, ont encore leur mot à dire. Une fille de samouraï pouvait être mariée à bienfaisance, tenue de maîtriser la calligraphie, l'étiquette, la broderie et l'art subtil de ne jamais exprimer de déception à voix haute. Son rôle est d'enfanter des fils, de servir le thé et de ne jamais, absolument jamais, tomber amoureuse du professeur de flûte. L'amour romantique véritable, celui des regards volés et des déclarations passionnées, est le domaine des poètes, des pièces de théâtre et des histoires de fantômes tragiques. Si vous voulez faire l'expérience de l'amour dans le Japon féodal, vous devrez regarder un drame nauséeux sur deux amants maudits qui se transforment en brume. Cela donne vraiment l'impression que l'amour est une légende. Si vous essayez de sortir du cadre de votre relation assignée, et bien bonne chance. L'adultère peut entraîner l'exil, la disgrâce ou la mort par désapprobation liée à l'épée. La punition peut être infligée par votre conjoint, votre soin au seigneur ou votre belle famille, celui qui arrive le premier. Mon Dieu, cela élève les disputes familiales à un poids insupportable de la vie. Même pour les samouraïs, prendre une concubine était courant, mais cela ne rendait pas les choses plus faciles, cela ajoutait simplement plus de gens à décevoir silencieusement. Alors oui, les gens tombaient amoureux, secrètement, douloureusement, parfois de la mauvaise personne, et toujours au pire moment possible. Car dans le Japon féodal, l'amour n'était pas interdit, il était simplement dangereusement incommode. Ah, cet amour, vraiment un doux poison. Dans le Japon féodal, la mort n'est pas un concept lointain, c'est votre voisin, votre collègue, votre colocataire qui ne paie jamais son loyer mais est toujours là. Vous ne planifiez pas votre retraite, vous planifiez votre sortie, car la mort n'est pas une tragédie ici, elle fait partie du scénario. Cela donne vraiment l'impression que la vie est qu'une pièce de théâtre avec une fin prédestinée. Commençons par les samouraïs. Ces guerriers honorables se promènent avec 2 épées et un plan de mort personnel. S'ils perdent une bataille, se puku. Insultent leur honneur, se puku. Renversent du saké sur la robe du daimyo, se puku. Avec une musique de fond dramatique. Ce n'est pas privé, c'est public, cérémonial, et exécuté avec la même précision qu'une cérémonie du thé, mais avec significativement plus d'hémorragie interne. Ah, le seppuku transformait vraiment la mort en art de la performance.
mais ne pensez pas que les paysans aient une vie plus longue. Si vous êtes agriculteur et que la récolte de riz échoue, vous mourrez de faim. Si votre village ne peut pas atteindre son quota d'impôts, votre tête pourrait être utilisée pour marquer un point très sévère. Sécheresse, peste, raids de bandits, choisissez votre type de mort subite, et bonne chance pour y faire face, quand votre médecine la plus avancée est du thé chaude et une forte croyance en l'optimisme herbal. En parlant de bandits, ils sont raies partout, et ils se fichent que vous ayez passé toute l'année à cultiver ces radis des cons. Les routes en dehors des villes sont si dangereuses que les gens ne voyageant pas à moins que ce ne soit absolument nécessaire. L'expression peut-être rendrons-nous visite à votre cousin l'année prochaine signifie en réalité très j'aime être en vie. Si vous êtes une femme, l'accouchement est un coup de dé. Des complications. Tant pis, les sages-femmes sont utiles, mais les options chirurgicales, sumant, surtout, à prier plus fort, fort et faites bouillir une autre serviette. Si votre mari meurt dans la disgrâce, on pourrait s'attendre à ce que vous le suiviez, non pas émotionnellement, mais littéralement avec un poignard. Mon Dieu, c'est l'ultime tragédie due jusqu'à ce que la mort nous sépare. Et n'oublions pas la nature elle-même, tremblements de terre, inondations, tsunami, famine, le Japon est un artiste du désastre. Votre maison pourrait être emportée ou ensevelie à tout moment, et la seule assurance est un toit bien attaché et une profonde acceptation spirituelle. Mais peut-être la partie la plus sombre, rien et on s'attend à ce que vous acceptiez tout cela calmement. Pleurer de peur ou lutter contre le destin est considéré comme indigne. En vrai héros s'incline devant la mort, compose un poème et rencontre sa fin comme si ce n'était qu'un autre dîner gênant avec son clan. Alors oui, le Japon féodal est beau, mais la mortalité fait partie du décor. Ah, c'est vraiment mettre la vie et la mort de côté, vivre l'ultime fatalisme. Dans la vie moderne, on vous dit de suivre vos rêves, d'être vous-même et de vivre votre vérité. Dans le Japon féodal, votre vérité est ce que votre clan vous dit qu'elle est. L'individualisme n'est pas une vertu, c'est un drapeau rouge. Vous existez non pas comme une étoile solitaire du destin, mais comme une très petite branche d'un très important arbre généalogique, et votre travail est d'empêcher cet arbre de prendre feu à cause de tout comportement embarrassant comme exprimer des opinions ou tomber amoureux de la fille d'un marchand. C'est pratiquement lié une personne au char familial. Votre clan épouse votre identité, votre réputation, votre avenir. Tout passe par votre nom de famille. Vous faites partie d'un réseau d'obligations, d'honneurs et d'attentes si dense qu'il pourrait bien naître de calculs spirituels. Même les samouraïs, fiers et honorables guerriers, ne se battent pas pour eux-mêmes, ils se battent pour leurs demi-heures maisonnés, leurs ancêtres. Et s'ils meurent, idéalement, c'est d'une manière qui fait que tous ceux qui les précèdent ont l'air bien. Car mourir avec honneur est une chose, mais mourir d'une manière qui embarrasse légèrement votre clan, si la matière des cauchemars générationnels. Vos actions se répercutent sur votre père, les actions de votre père sur votre grand-père. Les actions de votre grand-père peuvent encore affecter la façon dont votre cousin est traité dans la province voisine. Ce n'est pas la culpabilité par association, c'est la vie par association. Envie d'ouvrir un restaurant de nouilles parce que vous aimez cuisiner, c'est adorable. Malheureusement, votre clan élève des chevaux, donc vous brosserez des sabots jusqu'à nouvel ordre. Intérêt pour la peinture? Excel, vous décorez le temple que votre famille parraine, avec des directives strictes et en silence total. Et ne pensez même pas au scandale. Une liaison malheureuse, un incident d'ivresse, ou un poème public avec trop d'insolence, et la honte frappe tout le monde. Vos frères et sœurs sont mis au banc, votre mère mortifiée. Votre grand-oncle pourrait devoir s'éviscérer juste pour restaurer la bonne réputation de la famille. Vous n'êtes pas une personne, vous êtes un représentant, une pièce déchet et une responsabilité sur pattes. Mais bon, si vous jouez bien votre rôle, vous inclinez au bon moment, et épousez qui l'on vous dit, votre clan pourrait bien prononcer votre nom avec quelque chose qui ressemble à de la fierté. Et c'est la version japonaise féodale d'un insigne de réussite personnelle. Ah, c'est vraiment transformer la liberté personnelle en un sacrifice pour le collectivisme.
Eh bien, mon ami, disons que vous avez survécu à la hiérarchie sociale, aux duels au sabre, au système d'honneur et à l'impôt sur le riz dans le Japon féodal. Félicitations, dit. Maintenant, essayez de survivre à la colère de la nature. Le Japon féodal, c'est un chef-d'œuvre de beauté naturelle, de montagnes enneigées, cerisiers en fleurs, et un véritable cauchemar de joie environnementale. Le paysage est magnifique, le climat, cependant, vous veut mort. Commençons par les typhons, des tempêtes massives qui arrivent comme des dieux en colère, apportant pluie. Vent et l'intégrité structurelle de votre cabane au toit de chaume, qui est comparable à une feuille de papier de riz humide. Les toits s'envolent, les routes disparaissent, et le riz que vous avez passé toute la saison à planter flotte doucement en aval. Si l'illustration parfaite de tout effort pour rien. Ensuite, il y a les tremblements de terre, soudains, violents et complètement imprévisibles. Il n'y a pas de sirène d'avertissement, pas de système d'alerte, juste un faible grondement, un bref moment de confusion existentielle, et puis votre maison est de travers. Si vous survivez aux secousses, vous devez toujours vous inquiéter des incendies, car tout est en bois, y compris vos mauvaises décisions. Les inondations sont courantes. Trop de pluie et les rivières gonflant, votre village devient un bol de soupe boueuse, vos récoltes se noient, vos animaux s'enfuient. Et votre propriétaire veut toujours des impôts, bien sûr, maintenant avec des intérêts. Ah, c'est vraiment, ajoutez l'insulte à l'injure avec des intérêts. Les sécheresses sont tout aussi cruelles. Des semaines de soleil punisseur et pas de pluie laissent la terre raquelée et les rizières sèches comme l'humour d'un moine. Vous priez les dieux, vous faites des rituels, puis vous commencez à regarder le puits des voisins avec une suspicion profonde et scrutatrice. Et puis il y a l'hiver. Pas un pays des merveilles enneigées, plutôt un froid qui transperce les eaux, des couvertures minces et des feux qui s'éteignent à minuit. Le chauffage n'est pas central, c'est une souffrance collective. Vous réchauffez vos mains sur un brasero en argile et espérez que les engelures ne sont pas à la mode cette année. Même les volcans rejoignent occasionnellement la fête. Le Japon fait partie de la ceinture de feu, et oui, c'est aussi amusant que ça en a l'air. Les éruptions pouvaient ensevelir des régions entières sous les cendres, la lave, ou la prise de conscience gênante que votre sanctuaire est maintenant un jardin de pierres. Il n'y a pas d'aide humanitaire, pas d'effort de secours national. Si votre maison s'effondre, vous la reconstruisez vous-même. Si votre nourriture se gâte, vous avez faim, et si le domaine de votre seigneur est également affecté, eh bien, vous devez toujours des impôts. Après tout, le désastre n'est pas une excuse dans le Japon féodal. La nature ici n'est pas un élément de décor, c'est un rappel omniprésent que même les dieux pouvaient passer une mauvaise journée. Dans le Japon féodal, le pouvoir s'écoule vers le bas, et il en va de même pour les responsabilités, les attentes et le blâme. Vous pensez être important, détrompez-vous. Il y a toujours quelqu'un au-dessus de vous. Disons que vous êtes paysan. Votre vie est régie par le chef du village qui rend des comptes au samouraï local, qui rend des comptes au daimyo, qui rend des comptes au shogun, qui, peut-être, murmura l'empereur. Et l'empereur, il est moins un dirigeant qu'un fantôme et, en robe coûteuse entend la capitale, avec peu de pouvoir réel. Cela ressemble à une chaîne sans fin de refiler la patate chaude. Même les samouraïs, ces féroces guerriers porteurs de sabres et garants de la justice, ne sont pas au sommet. Ils passent leur vie à servir à un seigneur, à attendre des ordres et, occasionnellement, à combattre dans des batailles qu'ils n'ont pas initiées, pour des terres qu'ils ne possèdent pas, pour une gloire qu'ils ne recevront jamais personnellement. En théorie, ils sont honorés, en réalité, ce sont des cadres intermédiaires très bien habillés avec un katana. Si l'exemple parfait de glamour à l'extérieur, souffrance à l'intérieur. Les daimyos, ces puissants seigneurs qui contrôlent provinces et armées, peuvent sembler intouchables, jusqu'à ce que le seul shogun décide qu'ils devenaient trop audacieux. Alors soudain leurs châteaux sont inspectés, leurs lettres interceptées et leurs têtes très doucement retirées de leurs ambitions politiques. Si vraiment l'art ultime de la manœuvre politique, même le shogun, le dictateur militaire, l'homme le plus puissant du Japon, doit garder un œil sur la cour, les clans,
l'économie et au moins 4 cousins essayant d'empoisonner son thé. Où règne, mais il ne dort pas bien. Et l'empereur, dit. Il surclasse techniquement tout le monde, mais n'a aucun pouvoir réel. Il est comme une relique sacrée que l'on ne peut toucher, mais aussi que l'on ne peut ignorer. Il bénit les rituels, nomme les airs et écrit occasionnellement de la poésie, et il est probablement fauché. Cette hiérarchie est inflexible. On ne la gravit pas, on est placé, on y reste, comme un bon cêtre obéissant. L'ambition n'est pas admirée et les craintes. Plus on monte, plus on se rapproche d'une épée dans le dos. Le respect est exigé vers le haut, et l'autorité est imposée vers le bas. Les ordres sont obéis, non discutés. Les désaccords sont dangereux, et tout soupçon que vous pensez est de votre station, ce n'est pas de l'ambition, c'est un vu de mort en tenue de cérémonie. Alors, où que vous soyez paysan, marchand, samouraï ou seigneur, quelqu'un au-dessus de vous contrôle votre destin, et quelqu'un en dessous de vous espère que vous trébucherez. Ah, ce jeu de pouvoir est vraiment à couper le souffle. Dans le Japon féodal, ce que vous apprenez, et si vous apprenez quoi que ce soit, dépend entièrement de votre place sur l'échelle sociale. Si vous êtes près du bas, alors l'échelle pour vous, la plupart du temps, est invisible, et occasionnellement en feu. Si pratiquement placez la barre de la connaissance très haut, commençons par le haut. Les enfants de samouraïs, ce sont les chanceux. Dès leur plus jeune âge, ils sont formés à la lecture, à l'écriture, au maniement du sabre, à l'étiquette, à la poésie, au tir à l'arc, à l'équitation, et à l'art ancien d'avoir l'air impassible en tout temps. En garçon samouraï apprend à composer un poème de mort à Tartuan. Vous veniez juste de maîtriser l'écriture cursive. Leur éducation est rigoureuse, mais avec un but clair triservir, protéger et ne pas embarrasser le clan. Ils étudient les classiques chinois, les principes du Bushido, et comment s'incliner avec une telle précision que les dieux prennent des notes. Si vraiment transformer les inclinaisons en art de la performance. Ensuite, il y a les familles de marchands et d'artisans. Elles reçoivent une certaine éducation, généralement en mathématiques, en tenue de registre, peut-être un peu de lecture, mais seulement ce qui est nécessaire pour les affaires. Vous ne lisez pas Confucius, vous apprenez à calculer le coût des navettes marinées en vrac. Pratique, peu glorieux, pas vraiment. Les enfants de paysans, l'éducation ressemble à ceci, c'est ceci et ne ou. Ceci est du riz. Maintenant, mettez-vous au travail avant que le soleil ne nous batte. Vos parents vous apprennent à cultiver, à survivre, et à poliment ne pas mourir devant le percepteur d'impôts. L'alphabétisation est rare, la scolarité un luxe. Le seul parchemin que vous lirez est celui cloué à un arbre expliquant pourquoi vos impôts viennent d'augmenter de nouveau. Cette éducation est encore plus obligatoire qu'une scolarité obligatoire de 9 ans, et c'est la version travail manuel. Quant aux filles, moins d'être issues d'une famille de haut rang, vous ne recevez pas beaucoup d'éducation formelle. Vous êtes formés aux compétences domestiques, couture, étiquette, cérémonie du thé, et comment maintenir le silence tout en gérant un foyer. Si vous êtes vraiment fortuné, vous pourriez apprendre la calligraphie ou la poésie, à condition que cela ne vous distrait pas de plier le linge avec une précision spirituelle. L'éducation dans le Japon féodal n'est pas une question de développement personnel, c'est une question de remplir son rôle sans poser de questions. L'idée d'apprendre pour le plaisir ferait s'évanouir la plupart des aînés dans leur tasse de saké. Alors oui, la connaissance est un pouvoir. C'est exactement pourquoi il a contrôlé si étroitement. Ah, ce monopole de la connaissance est vraiment malin. Le Japon féodal est une terre d'esthétique à couper le souffle. Tout de la courbe d'un éventail à l'emplacement d'une tasse de thé semble conçu pour apaiser l'âme et impressionner vos ancêtres. Mais voici le piège. Vous pouvez et serez jugé pour l'avoir mal fait. La culture dans le Japon féodal n'est pas seulement de l'art, c'est une performance avec des conséquences. La façon dont vous arrangez les fleurs, versez le thé ou pliez, un kimono n'est pas laissé au caprice, elle suit des codes stricts qui existent depuis plus longtemps que toute votre lignée sanguine. Une fleur mal placée et soudain vous êtes le sujet de conversation du village, et pas de manière amusante ou coquine.
Ah, cette pression culturelle est pire que n'importe quel livre de vente d'influenceurs modernes. Prenez la cérémonie du thé, par exemple. Elle ressemble à un rituel calme et paisible. En réalité, c'est un chant de mine sociale. Tout est chronométré, chaque mouvement est chorégraphié. L'invité doit s'asseoir juste comme il faut, tourner la tasse 2 fois, exprimer une humble gratitude et boire en silence, tout en calculant mentalement s'il s'est incliné trop tôt, trop tard ou trop avec enthousiasme. Faire une erreur, mieux c'est gênant. Au pire, c'est considéré comme un défaut de caractère ou une défaillance morale transmise par votre disgracieux arrière-grand-oncle. Puis il y a la calligraphie. Une belle forme d'expression, n'est-ce pas? Faux, synthèse de discipline, de personnalité et de l'alignement de votre esprit intérieur. Ce coup de pinceau n'est pas seulement de l'encre, c'est le reflet de la posture de votre âme. Écriture désordonnée. Autant porter une pancarte disant stable émotionnellement et mauvais en inclinaisons. Ce jugement frappe vraiment l'âme. Même la poésie est dangereuse. Vous n'écrivez pas juste un haïku, vous l'écrivez dans la bonne saison, sur le bon type de papier, en utilisant des métaphores qui font référence à la fois à nature et la nature à votre paysage émotionnel sans devenir trop personnel, trop passionné. Tu manques de raffinement, trop sec. Tu es spirituellement froid, trop intelligent, tu te vances et maintenant personne ne vous invite à la fête d'observation de la Lune. Cette culture est encore plus rigoureuse que la rédaction d'un essai universitaire. La culture ici est un jeu délicat. Vous y participez non pas pour vous détendre, mais pour prouver que vous êtes composé, raffiné et profondément, mortellement effrayé de paraître inculte. La beauté dans le Japon féodal n'est pas sans effort, c'est un champ de bataille en robe de soie. Et si votre arrangement d'ikebana ne suit pas les règles, eh bien, que les dieux aient pitié de votre bonsaï. Ah, cette vie culturelle est vraiment vécue plus prudemment que n'importe quel artiste moderne. Après tout ce que nous avons vu, la hiérarchie, l'hygiène, l'honneur, le riz sans fin, soyons honnêtes, mon ami, vous ne dureriez pas un jour dans le Japon féodal. Non pas parce que vous êtes faible, non pas parce que vous êtes mou, mais parce que ce n'était pas une société conçue pour la survie. C'était une société conçue sa précision et une obéissance silencieuse et implacable. Chaque instant de votre vie était un test trait de posture, de loyauté, de savoir si vous vous incliniez avec précisément la bonne profondeur en récitant une salutation saisonnière avec le bon ton émotionnel. Si vous échouiez, il y avait des conséquences, la honte publique au mieux, la mort rituelle au pire. Il n'y avait pas de jour de congé, pas de simplement être soi-même. Vous êtes né dans un rôle, on vous a remis un scénario, et on s'attendait à ce que vous l'exécutiez avec une élégance mortelle pour le reste de votre vie. S'écarter n'était pas considéré comme courageux, c'était considéré comme dangereux. L'individu n'avait pas d'importance, le clan comptait, le seigneur comptait, la terre comptait. Si vous étiez un samouraï, vous portiez le poids de siècles d'honneur et la menace très réelle de devoir réciter de la poésie avant de vous ouvrir l'abdomen. Si vous étiez un paysan, vous travailliez la terre de l'aube jusqu'à ce que votre colonne vertébrale devienne un point d'interrogation, espérant que le temps ne vous trahirait pas ou que votre seigneur ne le ferait pas. Si vous étiez une femme, votre vie est un exercice soigneusement géré de grâce, de silence et de sacrifice. Et si vous étiez quelqu'un d'autre, eh bien le système était conçu pour s'assurer que vous restiez exactement là où vous étiez. Le Japon féodal était magnifique, oui, à couper le souffle. L'architecture, les rituels, la poésie, l'art, tout était méticuleusement organisé. Mais cette beauté s'accompagnait d'arêtes vives. Elle exigeait une discipline si stricte qu'elle pouvait briser des os. Elle exigeait un respect si absolu qu'elle engloutissait l'individualité tout entière. Alors non, vous ne dureriez pas. Vous parleriez à tort et à travers, ou ririez trop fort, ou franchiriez accidentellement un seuil avec votre pied gauche au lieu du droit. Vous oublieriez de vous incliner, vous poseriez une question. Vous voudriez changer quelque chose. Et cela seul vous marquerait comme une menace pour l'ordre. Mais c'est là le génie, au milieu de la tragédie, du Japon féodal. Il n'était pas fait pour être facile, il était fait pour perdurer. Maintenant, mon ami,
que ces histoires anciennes et profondes, tels les cerisiers du Japon, s'épanouissent et tombent doucement dans vos rêves. Sentez le poids et la tranquillité de l'histoire, détendez votre corps et votre esprit et glissez dans un sommeil profond. Bonne nuit.